Donc, bienvenue dans l'étude de ce problème de mécanique de trajectoire parabolique entièrement résolu. Donc, problème de mécanique, donc trame de résolution habituelle, système référentiel et bilan des forces. Donc, le système, c'est un point matériel de masse petit m qui est étudié dans un référentiel lié au sol, c'est-à-dire terrestre. Donc, je vais mettre un repère cartésien orthonormal. Donc, on va considérer que le mouvement est plan. Deux vecteurs de base UX, UY. UY est orienté dans le sens de la verticale ascendante. O, c'est l'origine du repère qui est choisi comme la position initiale. Et puis, il y a bien sûr le vecteur G de la pesanteur qui est orienté vers le bas. Le mouvement se place dans le plan, donc dans le plan de la feuille. Il y a initialement une vitesse V0 qui est communiquée au point M, qui fait un angle alpha, ici avec la direction horizontale. V0, alpha sont supposés connus. Donc on va avoir un mouvement qui va se produire comme ça, qui va avoir une allure de type parabole. À la date t égale 0, on sait que le point M est en O, hein, on a placé le point O pour ça, et la vitesse initiale, c'est égal à V0. Donc ça constitue ce qu'on appelle les conditions initiales du problème qui sont supposées être données. Et à un instant t quelconque, je peux représenter le point M. Il est soumis d'abord à son poids, donc c'est le bilan de la première force, une force à distance. Et puis il y a éventuellement une force de contact qui va être... Donc le poids, c'est... voilà, je l'ai représenté en bleu, il est orienté dans le sens de G, hein, donc vers le bas. Et une force de frottement F indice V qui s'oppose à la vitesse, qui est pour expression moins K, norme de V fois V. Donc ça, c'est un modèle de force de frottement visqueux. Alors pour tracer cette force, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer d'abord le vecteur vitesse à l'instant t. Donc c'est un point, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire au point M. Et donc le vecteur force, c'est un vecteur qui est collinéaire au vecteur vitesse, mais de sens opposé, donc que je construis comme ceci. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le principe fondamental de la dynamique au point M dans le référentiel R. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Elle s'écrit la masse fois l'accélération égale la somme des forces extérieures appliquées au point M. Alors l'accélération, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au référentiel. Le vecteur position, c'est un vecteur que je peux écrire dans le repère OXY avec les deux coordonnées x de t, y de t. Donc OM, x de t, UX plus y de t, UY. Donc là, bien sûr, on sait que quand on dérive, on a x.ux plus y.y pour le vecteur vitesse. Et puis, pour l'accélération, x.ux plus y.uy. Je rappelle les vecteurs ux, uy étant fixes quand je dérive, puisque c'est des constantes du temps. Somme des forces, bon, j'ai deux forces. J'ai le poids, P, plus la force de frottement visqueuse, donc P égale mg. Et la force de frottement visqueuse est moins K, norme de V fois V. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ces vecteurs, la somme des forces dans la base ux, uy. Alors G, c'est un vecteur qui est orienté sur uy et qui est dans le sens de moins uy. Donc je vais dire que G, vecteur G, est égal à moins petit g porté par uy. Ensuite, j'ai cette expression-là avec le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, je l'ai là. Donc c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs. Il y aura x.ux plus y.y. Et devant, je vais avoir la norme de V à calculer. Alors pour calculer la norme de vecteur, j'utilise Pythagore. Norme de V, comme V est exprimé dans une base orthonormale, je peux dire que la norme de V, c'est la racine carrée de la somme des carrés de chacune des composantes. Voilà, donc norme de V, c'est racine de x point carré plus y point carré. Donc ensuite, je vais réécrire cette égalité vectorielle ici, donc que j'appelle équation 1. Donc je vais avoir m x.x plus y.y, donc pour le nombre de gauche. Et puis dans le nombre de droite, je vais avoir le moins mg porté par uy, hein, puisque j'ai m fois g, avec g qui est moins g porté par uy, donc ça fait ce terme-là. Je ne vais pas oublier les vecteurs. Et puis je vais avoir ce terme-là, donc moins k norme de v, donc l'expression que j'ai donnée, fois vecteur v, donc ça veut dire x.ux plus y.y. Donc ça fait une expression compliquée. Et la stratégie de résolution, ça va être de projeter cette équation vectorielle sur chacun des axes. Donc je vais repérer ici, j'ai une composante sur ux, qui est celle-ci, donc je vais la réécrire là. Et dans le membre de droite, j'ai une seule composante sur x, qui est celle-ci. C'est un peu comme quand vous avez une égalité dans les complexes, vous avez
deux égalités dans le réel, partie réelle du membre de gauche égale partie réelle du membre de droite, et partie imaginaire du membre de gauche égale partie imaginaire du membre de droite. C'est ça. Donc cette équation-là vectorielle vaut finalement deux équations scalaires que j'écris donc ici, qui forment un système d'équations différentielles, c'est-à-dire des systèmes d'équations dans lesquels les inconnues sont les fonctions x de t, hein, c'est les x de t, y de t. Alors pour résoudre ce système différentiel qui est un système d'ordre 2, puisque l'ordre de la dérivée la plus élevée, c'est des dérivées secondes, hein, j'ai la dérivée seconde ici de x et la dérivée seconde de y, j'ai besoin de deux conditions initiales pour chacune des fonctions inconnues. Donc j'ai 2 plus 2 conditions initiales, d'abord en position et ensuite en vitesse, donc en tout j'en ai 4. Donc position initiale, x à la date 0 égale 0, y à la date 0 égale 0. Et ensuite x point à la date 0. Donc qu'est-ce que c'est que x point à la date 0? C'est la composante selon ux du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, je vois ici que sa composante selon ux, donc si l'angle alpha devient nul, je vois que je vais avoir une composante, donc ça va être un cos, ça va être v0 cos alpha pour la composante initiale, et pour y point, ça va être v0 sin alpha, avec ici plus et plus pour chacun des termes. Donc ces quatre données-là constituent ce qu'on appelle les conditions initiales. Et donc si on donne ce système-là à un ordinateur, on est capable de résoudre ce système, c'est-à-dire trouver la valeur des fonctions x et y pour tout t supérieur à 0. Alors là, nous, on ne sait pas faire à la main. Donc on va faire une hypothèse simplificatrice. On va supposer que les frottements sont négligeables. Donc ça veut dire que ça revient à dire que le k ici est nul. Donc tout ce terme-là s'en va dans la première équation et tout ce terme-là s'en va dans le deuxième. Donc c'est ce qui va se passer. Donc je vais finalement résoudre un système d'équations beaucoup plus simple. Je vais avoir ici mx point point égale 0. Donc x point point égale 0. Donc ça se résout comment? Je cherche une fonction dont la dérivée seconde est nulle. Donc finalement, ça veut dire que la dérivée première est constante. Donc x point point égale constante. Cette constante, je vais l'appeler grand A, comme une constante. Or, pour trouver la constante, je me sers de la condition initiale. La condition initiale qui porte sur x point, c'est x point de 0, qui est ici, est égal à v0 cos alpha. Donc x point de 0 est égal à v0 cos alpha. Et c'est égal, bien sûr, à la constante A. Donc ça me donne tout de suite le A. Donc je peux en déduire que x point égale, pour tout t, hein, x point, pour tout t positif, x point de t égale v0 cos alpha. Ensuite, je réintègre à nouveau, parce que j'ai une fonction ici x de t que je cherche, dont je connais la dérivée. Donc pour trouver x de t, j'écris que x de t, c'est la fonction dont la dérivée est une constante, donc c'est-à-dire la constante fois t, plus une autre constante d'intégration que j'appelle b. Comment fais-je pour trouver b? Eh bien, j'utilise à nouveau une condition initiale, et c'est la condition initiale sur x. Donc x à la date 0 est égal à 0. Donc v0 cos alpha à la date 0, je prends cette expression-là, v0 cos alpha fois 0 plus b est égal à 0. Donc ça me permet de dire que b égale 0. Donc je remporte dedans et j'en déduis pour tout t positif que x de t est égal à v0 cos alpha t plus 0, c'est-à-dire v0 cos alpha t. Bien, ensuite je vais faire exactement la même chose pour la deuxième équation qui est my point point égale moins mg plus 0. Donc j'ai my point point égale à moins mg. Je peux simplifier par m, donc ça fait y point point égale moins g. Alors pour intégrer y point point égale à moins g, je fais exactement pareil. J'ai une fonction dont la dérivée est égale à moins g. Donc cette fonction, c'est-à-dire y point, est égale à moins g fois t plus une constante que je vais appeler c. Pour trouver c, j'utilise la condition initiale sur y point. Donc y point de 0 est égal ici à v0 sin alpha. Donc je remplace, je dis que v0 sin alpha, c'est moins g fois 0 plus c. Donc j'en déduis c. Donc je déduis que c est égal à v0 sin alpha. Donc y point de t est égal à moins gt plus c, c'est-à-dire moins gt plus v0 sin alpha. À nouveau, pour trouver y, j'intègre. Donc j'ai besoin de trouver une primitive de moins gt plus v0 sin alpha. Une primitive de moins gt, c'est moins 1,5 de gt carré. Et puis v0 sin alpha s'intègre en v0 sin alpha fois t.
bien sûr, il y a aussi la constante d'intégration que je vais appeler D. Pour trouver D, ce que j'écris, eh bien, c'est que y de 0 égale 0. Donc, ça fait que moins 1,5 de g fois ce 0 au carré, plus v0 sin alpha fois 0, plus d égale 0. Donc, ça fait finalement d égale 0. Donc, j'obtiens finalement ce qu'on appelle l'équation horaire de la trajectoire. Donc, deux fonctions du temps. Donc, x fonction du temps qui est... Donc, j'écris v0 sin alpha t, et ici, y est fonction du temps qui est moins 1,5 de gt2, plus v0 sin alpha t. Donc, cette équation, ce système-là, ces deux équations forment ce qu'on appelle l'équation horaire de la trajectoire. Ça veut dire que si on veut, on pourrait tracer avec NumPy la courbe représentative, donc des équations, des coordonnées des points du plan, de coordonnées x de t, y de t, qui vérifient x de t, y de t qui dépendent du temps. Alors, je fais import NumPy as MP, matplotlib as PLT. Je définis la constante numérique V0. Donc, par exemple, j'ai pris 20 km/h. Donc, je vais mettre dans une unité SI, donc en mètres par seconde, donc 20 divisé par 3,6. Alpha, c'est l'angle, donc alpha, j'écris 38 degrés, donc je multiplie bien sûr par pi sur 180 pour mettre ça en radians. Et ensuite, je définis une variable, ti, qui est le résultat de la fonction linspace, qui permet de décrire linéairement l'intervalle de 0 à 3 secondes, qui est de la date initiale 0 à 3 secondes, avec 1000 valeurs intermédiaires. Ensuite, je calcule les valeurs d'abscisse, les xi, qui c'est V0, donc étoile np.cos alpha étoile ti. Donc, je calcule en gros tous les xi pour chaque ti. Donc, je calcule une liste de valeurs, une liste Python, ici, une liste NumPy. Ensuite, ici, il faut que j'ai G. Donc, G, j'aurais peut-être pu le définir avant. Donc, G, c'est la constante de gravitation. Donc, G, 9,81, bien sûr, en mètres par seconde au carré. Donc, je mets ça dans les commentaires. Hein, chaque fois, j'ai mis les unités en commentaire. Et donc, je calcule YI. Donc, c'est moins 1,5 de GT2. Donc, moins G fois TI étoile étoile 2 divisé par 2. Voilà. Plus V0. NP fois cos alpha, non, NP fois sin, donc là c'est une erreur, on peut mettre NP fois sin alpha, hein, c'est NP fois sin alpha, c'est pas un cos, c'est un sin, étoile TI. Voilà. Ensuite, plt.plot, xi, y, et on veut tracer une courbe avec des points reliés en bleu. Donc je mets tiret blue, voilà. Et donc on obtiendra la courbe avec la commande plt.show. Donc la fonction plt.show est appelée sans argument, donc c'est pour ça que j'ouvre et je ferme la parenthèse. Bien, donc ça pourrait être tracer la courbe. Maintenant, on est plus habitué, on est aussi habitué à utiliser des équations cartésiennes, ça veut dire tracer y en fonction de x. Donc, si on nous demande l'équation de la cartésienne de la trajectoire, la méthode, c'est d'éliminer la variable t. Donc, pour éliminer la variable t, je vois que cette variable t, elle intervient ici dans la première équation, mais aussi dans la deuxième. Dans la deuxième, c'est pas simple à éliminer, puisque là, il faudrait une équation de second degré pour trouver t. Donc, je vais naturellement ici éliminer t avec la première équation, donc je vais dire que t est égal à donc x sur v0 cos alpha. Je remplace ensuite dans la deuxième équation, donc t au profit de x, donc je vais dire moins 1,5 de gt2, donc je vais avoir moins 1,5 de g x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sin alpha que multiplie t, c'est-à-dire x sur v0 cos alpha. Voilà, donc là je ne fais que remplacer le petit t dans l'expression de y. Je simplifie, donc là je vais avoir un x carré, v0 carré, ici, là je vais avoir un sin sur cos, j'ai un v0 ici qui va se simplifier, donc sin sur cos ça fait tangente, donc ça fait finalement moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, x2 plus tangente alpha fois x. Alors déjà on peut vérifier que c'est logique qu'il y ait un x qui soit une longueur avec une longueur et qu'il y a un terme sans dimension devant, il y a un cos, et puis là on peut vérifier que c'est homogène, ce terme-là, voilà, donc l'équation cartésienne. Alors, maintenant, les questions qu'on va se poser, on va se poser la question de la flèche. Alors, la flèche, quand on lance un objet, la flèche, c'est ça, c'est cette distance entre le point minimal, la hauteur minimale, et la hauteur maximale. Donc, c'est la différence d'altitude. Donc, calculer h. Alors, méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer d'abord la date à laquelle la coordonnée y est maxi. Donc, la date t1 telle que y est maxi. Donc, c'est-à-dire, je vais déterminer la date à laquelle je suis en ce point-là, et ensuite, je vais calculer la hauteur y de ce point-là. Donc pour calculer la date t1 telle que y est maxi, je vais juste chercher la date telle que y point
est nul, c'est-à-dire quand est-ce que la fonction Emaxi, c'est quand sa dérivée s'annule. Hein, si la fonction Emaxi, c'est que sa dérivée s'annule. Et ensuite, je vais chercher, je vais calculer le y de t1, qui sera la flèche. Alors, premièrement, comment trouver y point égale 0 ? Ben, je prends le y qui est là, je le dérive. En fait, j'avais déjà son expression avant, mais bon, redérivons. Donc, moins 1,5 de gt2. Donc, il y a le 2 qui sort, donc ça annule le 1,5. Donc, ça fait moins gt plus v0 sin alpha. Donc, je cherche ça égale 0. Donc, ça, c'est très simple. Ça fait une équation de la forme x plus b égale 0. Donc, ça fait t1 égale v0 sin alpha sur g. Cette date t1, je la remplace dans l'expression de y, et je dis que c'est h. Donc, ça fait moins 1,5 de g t, donc t, c'est t1 carré, plus v0 sin alpha, t1. Donc, t1, je remplace par l'expression que je viens d'obtenir, la date en fonction des données, donc v0 et g. Et donc, quand je remplace, alors ça fait une expression un peu compliquée. Voilà, ça fait ça. Mais maintenant, si on regarde bien, on va voir qu'il y a un v0 carré, sin carré, là, il y a le g qui se simplifie. Une fois, de l'autre côté, il y a le sin qui se met au carré, et donc finalement, vous avez le même terme. Celui-là, il est avec un signe plus, et celui-là, il est avec c'est moins 1,5. Donc plus 1 moins 1,5, ça fait plus 1,5. Donc finalement, ça fait plus v0 carré, sinus carré alpha sur 2g. Voilà, donc maintenant, avant d'encadrer, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc v0 carré, c'est des mètres carré fois des secondes moins 2. G, c'est des mètres par seconde au carré. Et donc, quand je vais regarder l'homogénéité de ce système-là, je vais les mètres carrés, enfin les secondes moins 2 vont se simplifier, et je vais avoir des mètres, finalement, carrés sur des mètres, donc je vais avoir des mètres, donc c'est bien une distance, donc c'est bien h, donc c'est bien homogène, donc j'encadre la formule. Voilà, il y avait une autre méthode qui consistait à raisonner à partir d'équations cartésiennes. Donc là, on peut dire qu'on a une fonction qui a x associé à la variable y, donc la fonction, c'est une fonction qui a x associé, vous voyez ce terme-là, ax2 plus bx, la forme là, hein, ax2 plus bx, avec a qui est le terme moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, et le terme b qui est tangente alpha. Voilà. Là, j'ai juste ramené à une équation de la forme ax2 plus bx plus c. Donc la fonction à son maximum, enfin déjà j'étudie la fonction tout simplement, donc la dérivée, hein, donc 2ax plus b. La dérivée s'annule pour x égale moins b sur 2a, je fais un tableau de signes. La dérivée est positive, je vois bien que quand x est très grand, eh bien, elle sera du signe de a, donc a ici est négatif, donc ça sera moins, là avant c'est plus, ça s'annule là. Donc la fonction avant est croissante, après elle est décroissante, elle atteint son maximum quand x égale moins b sur 2a, donc le maximum de la fonction est atteint pour x égale moins b sur 2a, donc f maxi égale f quand x égale moins b sur 2a. Donc je remplace, ça fait a facteur de, donc ax carré plus bx, donc ça fait a facteur de, donc je fais le calcul. Donc j'obtiens finalement, donc il y a les termes se simplifient, donc ça fait moins b2 sur 4a. Le b carré, c'est tangente. Alors tangente, je mets signe sur cos, donc ça fait signe carré sur cos carré. Et puis le 4a, donc le 4a, a c'est g sur 2v0, il y a un signe moins, il ne faut pas que j'oublie. Mais comme il y a un moins, ça fait moins par moins, ça fait plus. Toute chose essuyée, quand on simplifie tout, on obtient finalement exactement le v0 carré sin carré au numérateur et le 2g en bas. Donc on obtient bien sûr exactement la même expression. Question de la portée. La portée, qu'est-ce que c'est ? La portée, c'est ça, c'est je pars d'un point, je lance, et puis à un moment donné, ça va retomber au sol, qui est la distance parcourue horizontalement. Une méthode. D'abord, on détermine la date à laquelle le solide, le point M, intercepte l'horizontale, donc quand est-ce que le coordonnée y s'annule, donc y de t2 égale 0, voilà, donc je cherche t2 tel que y de t2 égale 0, quand est-ce que je retourne au sol, et ensuite à cette date-là, je dis quelle est la distance x parcourue, donc je calcule la distance parcourue x de t2, voilà. Alors on y va, premièrement je cherche t2, donc pour ça j'écris y de t2 égale 0. Donc là, vous avez à résoudre ça égale 0. Alors, ce n'est pas une équation du second degré parce qu'on met petit t en facteur. Donc, ça fait finalement, on peut mettre t en facteur. Donc, ça fait ça fois ça égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. T égale 0 n'est pas intéressant puisque c'est la date initiale. Bien sûr qu'à la date t égale 0, je suis parti d'y nul. Mais ce qui m'intéresse, c'est la solution ici quand ce terme-là s'annule. Donc, ce terme-là s'annule. Pareil, c'est la forme x plus b égale 0. Donc ce terme-là s'annule quand t est égal à 2v0 sinus alpha sur g.
Donc c'est bien, alors je vérifie, des mètres par seconde sur des mètres par seconde au carré. Donc ça fait finalement les secondes moins 2, ça remonte des secondes en haut. Donc ça fait bien des secondes, donc c'est bien une durée. Donc je peux encadrer cette formule. Donc j'ai fait d'abord la première étape, trouver T2. Maintenant je détermine L. Pour ça, il faut que je calcule X de T2. X est ici, donc c'est V0 cos alpha fois T, et je remplace T par ça. Donc ça fait finalement V0 cos alpha, que multiplie ce 2V0 sin alpha sur G. Donc ça se simplifie un peu, parce que je vais avoir le V0 qui est au carré, sur G, puis alors je vois apparaître 2 cos alpha sin alpha, et là, comme chacun sait, sinus de x égale 2 sinus x cosinus x, donc je peux remplacer ça par sinus de 2 alpha. Voilà, alors on pourrait se poser la question de la valeur optimale d'alpha pour que la portée soit maximale, et montrer que ça fait 45 degrés. Alors, est-ce que c'est évident? Si je considère que V0 est fixé, il faut que le sinus soit maxi, pour que le L soit maxi, donc à V0 fixé, il faut que sinus soit maxi, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche alpha tel que le sinus vaut 1, parce que le sinus est maxi quand il vaut 1. Donc quand est-ce que sinus alpha égale 1 quand est-ce que sinus de 2 alpha égale 1 c'est quand 2 alpha est égal à pi sur 2. Donc à 2 pi près. Donc pour nous, en tout cas, ça veut dire que alpha est égal à pi sur 4. 2 alpha égale pi sur 2, donc alpha égale pi sur 4. Voilà, l'angle optimal, pi sur 4, c'est à 45 degrés. Merci.